Cette musique, vous la connaissez sans doute, la marche hongroise de la damnation de Faust, popularisée notamment dans La Grande Vadrouille avec Louis de Funès en chef d'orchestre. Cette musique, on la doit à un certain Hector Berlioz. Le 8 mars prochain, cela fera 150 ans qu'est mort le célèbre musicien, très aimé, défendu en Grande-Bretagne. Ce célèbre compositeur est encore mal connu dans son propre pays, la France. Celui qui a inventé le concept de festival, il a aussi longtemps figuré sur le billet de 10 francs. Doit-il entrer au Panthéon? La question revient et ce n'est pas la première fois. Avec nous pour en parler, Bruno Messina, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de cette biographie qui s'intitule Berlioz, c'est aux éditions Actes Sud. Vous avez été nommé par Emmanuel Macron coordinateur des célébrations de ce 150e anniversaire de la mort de Berlioz. Et vous êtes également le directeur du festival Berlioz, pas n'importe où, à la Côte-Saint-André en Isère, son village natal. Pour commencer, pourquoi est-ce que vous aimez Berlioz? Parce que Berlioz, c'est un personnage absolument incroyable dans l'histoire de la musique. Il y a un avant et un après Berlioz. C'est celui qui coupe avec le classicisme, il invente la modernité. Vous parliez des festivals à l'instant, il invente l'orchestre moderne, le son tel qu'on le connaît avec les cuivres. Il n'y a pas de Bernstein, il n'y a pas de XXe siècle sans Berlioz. C'est lui qui ouvre ces possibilités. Les orchestres qui étaient très formatés par l'école viennoise, c'est-à-dire Haydn, Mozart, Beethoven, il continue Beethoven et il le dépasse. Et donc c'est un homme d'une extraordinaire modernité. Quand on vous entend, on se demande encore plus pourquoi était-il mal aimé en France? Peut-être parce que justement, il n'était pas académique, Berlioz. C'est un autodidacte. Alors ça, c'est pas évident. C'est un provincial. C'est quelqu'un qui apprend la musique par amour à l'âge de 12 ans, par hasard, avec une flûte de berger dans la campagne iséroise, magnifique, dans ce Dauphiné. À 15 ans, il se met à la guitare. C'est le seul grand compositeur romantique qui n'est pas pianiste. Donc il se promène avec sa guitare, il monte à Paris. Il va arriver très tard au conservatoire. Je pense que c'est une des raisons qui font qu'il n'a pas été immédiatement aimé dans son pays. Et pourquoi aujourd'hui il est très populaire, très aimé en Grande-Bretagne? Il inspire énormément en Angleterre. Absolument. Alors à la fois, ils n'avaient pas de grands compositeurs romantiques à l'époque et ils ont aimé les Anglais. Il y avait une tradition d'accueil qui a été le cas aussi avec Handel, qui a été avec Mendelssohn. Berlioz arrive en Angleterre le jour de la mort de Mendelssohn. Il va prendre un peu la place de Mendelssohn dans le cœur des Anglais. Et ils ont eu cette tradition d'accueil. Et peut-être, vous savez, la différence entre le jardin à la française, très droit, et le jardin à l'anglaise. Berlioz, c'est quelqu'un qui va préférer l'effet à la forme. Toujours. C'est l'effet qui passe avant tout. Ça va bien marcher, mais pas seulement chez les Anglais. Les Allemands vont l'adorer pendant des années. Il va faire un festival tous les étés à Baden-Baden. C'est lui qui invente les festivals. Derrière, il y aura Wagner, etc. Mais c'est lui à Baden-Baden pendant 10 ans, tous les étés. En Russie, il va avoir un triomphe jusqu'à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Les Américains vont lui faire des ponts en or pour qu'il aille jusque là-bas. Le roi du Brésil va l'appeler. Donc Berlioz, c'est déjà un musicien international. Et on dit même précurseur des DJ. Oui, je dis ça un petit peu comme une boutade, mais parce que c'est le premier à utiliser l'électricité en musique et notamment le métronome électrique. Et vous savez, les DJ, ils ont le BPM, les battements par minute. Ouais. Et c'est lui, parce qu'il avait des dispositifs gigantesques, un petit peu comme les concerts dans les stades aujourd'hui, et qu'il avait besoin de relais, des chefs relais et de métronomes qui donnaient la mesure là où on ne pouvait pas le voir pour diriger. Eh bien, on va regarder un autre extrait musique. Bruno Messina, auteur de Berlioz, on célébrera le 8 mars le 150e anniversaire de sa mort. Un mot peut-être sur ce morceau, le bal, extrait de la Symphonie fantastique, c'est l'un de ses plus célèbres morceaux. Oui, et un de ses plus grands succès en France. C'est 1830, vous savez, c'est une année romantique par excellence. Il a 27 ans en 1830. Il a 25 ans, il est au conservatoire depuis 5 ans à peine. C'est totalement inattendu. Et cette symphonie fantastique est inouïe. C'est un coup de tonnerre dans l'histoire de la musique. C'est le romantisme. 1830, c'est Hernani pour Victor Hugo, c'est La liberté guidant le peuple pour Delacroix, et c'est Berlioz. Théophile Gautier disait c'est ça la trinité romantique française, c'est Berlioz pour la musique, et c'est très important parce que encore aujourd'hui cette symphonie est d'une modernité incroyable. Elle nous raconte une histoire. Là c'est le bal. Vous savez, c'est un artiste amoureux, nous dit Berlioz, qui parce qu'il est peiné, parce que c'est un grand chagrin d'amour, va prendre de l'opium, et puis il part dans un délire. D'abord il est dans un bal, etc., et puis ça va de plus en plus mal. Il se retrouve dans une marche qui l'amène au supplice.
il assiste à sa propre exécution et finit dans une grande orgie avec des sorcières. C'est une histoire incroyable, cinématographique presque, parce que Berlioz nous donne une musique imaginogène, il nous donne un programme à suivre et il n'y a pas deux œuvres qui ont le même format avec Berlioz. À chaque fois, il invente quelque chose. Alors, faut-il que ces cendres entrent aujourd'hui au Panthéon? La question revient à nouveau. Quand on vous entend depuis le début, on connaît la réponse. Vous êtes pour? Écoutez, oui, je le crois. D'abord parce qu'il n'y a pas de musiciens au Panthéon. Et si la patrie doit être reconnaissante à ces grands hommes, j'espère que la France pense aux musiciens. Et puis parce que justement, de tous les grands musiciens français, c'est celui qui finalement englobe le plus largement cet esprit français, mais il est aussi critique, musical. Donc il a commenté toute la musique de son temps. C'est un auteur de science-fiction même. Il y a une nouvelle qui s'appelle Euphonia qui se passe en 2344. Berlioz, c'était tout un univers extrêmement français, même dans sa capacité à critiquer son propre pays ou à s'en plaindre. C'est ça qui est drôle avec lui. Il dit d'ailleurs, il aurait dit, confirmez-nous ou pas, ma vie est un roman qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai, absolument. Il y avait une façon de se mettre en scène et ses mémoires, c'est un des grands romans d'aventure du 19e siècle et c'est déjà peut-être l'invention de l'autofiction, en partie. Il a failli entrer au Panthéon à plusieurs reprises, ça ne s'est jamais fait. Oui. Pourquoi? Alors parce qu'il y a déjà chez Berlioz, il y a quelque chose, ça réussit par où ça rate. C'est un peu lacanien, Berlioz. Et il va avoir plusieurs échecs pour avoir le prix de Rome, plusieurs échecs pour l'Institut. Voilà, donc il y a un moment, ça finira peut-être par arriver, mais déjà en 1903, une pétition demande pour le centenaire de sa naissance. On dit qu'en 1969, Malraux avait convaincu le général de Gaulle et puis les événements n'ont pas permis de le faire. 2003, la discussion a été de nouveau posée et ça ne s'est pas fait pour un peu des anachronismes quelque part, parce qu'on va sortir une phrase d'ici ou de là dans la correspondance privée et on dit mais bon, mais franchement Berlioz... Vous pensez au mot républicain, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un mot qui revient beaucoup dans l'actualité française, absolument. Et on dit qu'il était anti-républicain, vrai Berlioz, ou exagéré? Berlioz, il est totalement européen, alors ça c'est sûr, c'est quelqu'un qui montre qu'il y a une vraie Europe de la culture déjà, c'est quelqu'un qui en 1830 dit qu'après avoir écrit sa partition va sur les barricades. Donc il est de ce côté-là. Ouais. Après, il y a des moments de désarroi pour lui et parfois il mélange la question personnelle, son désarroi, ses échecs à Paris avec les événements politiques. Mais il n'y a pas, non. Vous savez, il n'y a pas. D'ailleurs, il n'a pas connu le régime républicain quasiment. Il est mort avant la Commune, avant la Troisième République. Il n'y a pas une trace d'antisémitisme chez Berlioz à une époque où Wagner, lui, ne se privait pas de tenir des propos odieux. Non, Berlioz, de ce point de vue, par contre, c'est pas un politique, c'est pas un idéologue. On ne peut pas s'appuyer sur lui pour une idée de la nation, mais par contre, on peut s'appuyer sur lui pour une idée de la musique et pour une idée de l'Europe musicale, parce que ça, véritablement, c'est au cœur de son projet. Sa vie semble être un véritable roman. Parlez-nous de lui. Il était sportif, dites-vous, il nageait. Il était très tonique. C'était un homme de la campagne. C'était un homme qui avait fait, quand il était gamin, vous savez, il suffit de rentrer les parcours qu'il fait. Il faisait 40-50 km à pied. Donc c'était quelqu'un que, quand il est dans les calanques à Marseille, en train d'attendre un bateau pour Livourne, il va plonger, il va nager. Au 19e siècle, c'était tout à fait inattendu. Il fait de Rome à Naples à pied. Donc vous voyez, il était chasseur. C'est un homme qui était dans le vivant, voilà. Et qu'est-ce qui est prévu alors pour ce 50e anniversaire de sa mort? Vous allez faire quoi, notamment à la Côte-Saint-André? Alors à la Côte-Saint-André, il va y avoir un beau festival, un grand festival autour d'ailleurs de la prise de Troie, qui est la moitié des Troyens qui ont été présentés à l'Opéra de Paris avec succès. D'ailleurs, ce qui n'était pas le cas, Berlioz n'a pas réussi de son vivant. On va faire un grand cheval de Troie avec la population, ça va être une grande fête. Et puis il va y avoir John Eliot Gardiner, François-Xavier Roth, Valéry Gergiev, Tougan Sokiev, enfin vraiment tous les grands berlioziens pour la damnation de Faust, Roméo et Juliette, la symphonie fantastique, Benvenuto Cellini, la prise de Troie. Donc les grandes œuvres comme ça de Berlioz, ça va être une grande fête, mais il y a des événements partout. La Philharmonie de Paris fait une très belle programmation où il y a à peu près l'intégralité de Berlioz. On retrouvera d'ailleurs au printemps le concert monstre, encore un des projets de Berlioz avec le jeune orchestre européen Hector Berlioz qui a été créé en Isère. C'est François-Xavier Roth qui va faire ce concert fou à la Philharmonie de Paris. Aussi. Voilà, oui, mais il y a partout en France et même à l'échelle européenne des concerts Berlioz. Il y a un site Berlioz 2019 sur le site du ministère de la Culture où on peut retrouver la carte de toute l'Europe avec les concerts Berlioz. Et juste pour terminer en un mot, Emmanuel Macron vous a choisi, je le disais au début de notre entrevue, comme coordinateur de cette année Berlioz. Est-ce que vous lui avez donné des arguments pour qu'il entre au Panthéon? Alors écoutez, je les ai donnés à Françoise Nyssen, de nouveau maintenant de la Culture, et au cabinet de Franck Riester où ils ont très envie, ils sont très convaincus en tout cas que la musique a sa place et qu'il faut défendre cette idée. Donc j'espère et je suis très optimiste pour la suite. Merci beaucoup Bruno Messina d'être venu sur notre plateau. Berlioz, édition Actes Sud, un livre passionnant sur un grand musicien. Donc Berlioz, le 8 mars, cela fera 150 ans qu'il nous a quittés. Merci à vous.